Dans le processus de réunification des deux Cameroun, Amadou Ahidjo a entrepris, en plus des récompenses politiques à travers les nominations, de réunir tout le monde dans une même formation politique. Lui-même était président du parti dénommé l'Union camerounaise. Selon Thomas Deltombe, Manuel Domergue et Jacob Tatita, encore mal assurés du loyalisme des agents étatiques et méfiants à l'égard d'une classe politique sudiste trop turbulente à son goût, Ahidjo s'appuie de plus en plus sur son parti pour imposer son autorité et cristalliser autour de sa personne une unité nationale entre guillemets que l'administration coloniale française avait tenté dans les années précédentes de diviser selon les clivages ethniques. L'indépendance acquise, le nouveau régime reprend à son compte l'idée, portée par les UPCistes dès sa création, de transcender de tels clivages. Le parti L'Union camerounaise, structure plus souple et mieux contrôlable que l'État, devient ainsi dans les années 61-62 une sorte de pouvoir parallèle à la puissance étatique. Le tout-puissant secrétaire général du parti, Moussa Yaya, s'est beaucoup dépensé depuis le congrès de Maroua de septembre 1960, au cours duquel le président du parti et de la République avait appelé à la constitution d'un grand parti national pour accroître l'audience. Comme il avait fait en 1958-59 pour asseoir le parti dans le nord, Moussa Yaya sillonne maintenant le sud du Cameroun où la domination d'Ahidjo reste mal acceptée pour encarter les notables, les membres de l'administration, les élus locaux ou nationaux. Le parti est donc conçu d'abord comme une machine de rassemblement. L'entreprise, jouant sur la menace, la séduction et la corruption, rencontre un certain succès. Charles Assalé, qui cherche à conserver son poste de Premier ministre, adhère à l'Union camerounaise et laisse le parti présidentiel absorber son mouvement d'action nationale MANC en janvier 1961. 3 mois plus tard, l'Union camerounaise avale le Front populaire pour l'unité et la paix FPUP de Pierre Kandé Mbiniim. Sans remettre en jeu leur mandat, les députés changent d'étiquette du jour au lendemain, donnant à l'Union camerounaise une majorité écrasante à l'Assemblée nationale. Comprenant que l'appartenance au parti présidentiel est une carte utile en ces temps de promotion sociale accélérée, nombreux sont les ambitieux à rejoindre à tous les échelons les rangs du parti au pouvoir, lequel est certes en train de devenir un office d'embauche, comme le reconnaît Moussa Yaya, mais se transforme simultanément en un temps record d'un parti presque strictement régional en un parti de masse présent sur le territoire. Dans un premier temps, la qualité et la motivation des adhérents ne sont pas les préoccupations essentielles. Ahidjo et ses compagnons, qui promettent que la démocratie interne sera scrupuleusement respectée, cherchent avant tout à former le rassemblement le plus large possible. Présenté comme le ferment de l'unité nationale, l'Union camerounaise est avant tout conçue comme un parti apolitique qui doit absorber tous les mouvements politiques concurrents et fédérer région par région tout ce que l'administration coloniale appelait jadis les oppositions africaines à l'UPC. Le seul programme de l'Union camerounaise est d'être anti-UPC. Mais comme il est difficile de faire accepter à tout le monde le ralliement au parti présidentiel, celui-ci se transforme rapidement en machine à écraser les adversaires. Ce n'est donc que dans un second temps que le parti cherche en sous-main à inculquer aux adhérents une idéologie susceptible de transformer les militants en soldats de l'ordre établi. Une stratégie en 2 temps que Moussa Yaya avait implicitement définie au congrès de Maroua en septembre 1960. Il faut, avait-il déclaré, créer chez nous la cohésion et l'enthousiasme et chez nos ennemis le désordre et la peur. Au cours du premier stage de formation organisé en août 1961 pour les cadres de l'Union camerounaise, Samuel Kamé va plus loin encore dans les définitions de ce que doivent être, selon lui, le rôle et l'organisation du parti. Outre le rôle purement technique qu'il accorde aux partis politiques, Kamé se tourne vers les partis totalitaires pour s'inspirer de leur méthode. L'idéologue de l'Union camerounaise réclame la mise en place d'un plan de guerre et d'un calendrier d'opération pour réduire l'opposition à néant. Les recettes de Kamé, synthèse tropicale des méthodes staliniennes et nazies, mais se rapprochant également des techniques de guerre révolutionnaire théorisées par l'armée française depuis la guerre d'Indochine, ne seront pas appliquées aussi rapidement ou en tout cas aussi brutalement qu'il aurait voulu. Bien qu'en accord avec son conseiller, Amadou Ahidjo fait montre d'une plus grande prudence. Il sait qu'à l'intérieur du parti, notamment parmi les nouvelles recrues, certains restent encore attachés aux chimères démocratiques et au respect des droits de l'homme. Il sait aussi qu'il existe à l'extérieur du parti des formations concurrentes qui, bien que marginales, pourraient profiter d'une radicalisation trop rapide et trop voyante de l'Union camerounaise pour se refaire une santé. Amadou Ahidjo avance donc sur la pointe des pieds. Au cours d'une conférence de presse le 11 novembre 1961, il propose que le grand parti national, qu'il appelait de ses vœux au congrès de Maroua un an plus tôt, devienne un grand parti national unifié.
Ce parti unifié, qui s'appellera Union nationale camerounaise (UNC), servira de laboratoire pour l'unité de la nation. Les méthodes utilisées pour arriver à un parti unique seront plus tard dupliquées pour obtenir un État dit unifié, tout comme l'adhésion du parti unique sera obligatoire sous peine de punition pour subversion. Telle sera également l'adhésion à l'État unitaire, c'est-à-dire obligatoire au risque d'être taxé d'antipatriote. Rien ni personne ne pouvait y échapper, surtout qu'on a eu par la suite affaire à un parti-État ou à un État-parti, le tout étant comme bonnet blanc, blanc bonnet.